Merci d'abord de m'avoir invité parce que c'est pour moi l'occasion de revenir à Nantes. Ça m'arrive pas si souvent que ça. J'ai de très très bons souvenirs personnels et professionnels. Vous l'avez évoqué puisque c'est là en fait que j'ai commencé mon parcours professionnel auprès de François Autin, dont certains se souviennent, je pense, ici, dans un contexte qui était assez différent, mais dont on en discutait tout à l'heure. J'avais retenu deux ou trois choses. D'abord le Sud-Loire par rapport évidemment à Nantes, et donc voilà, un contexte un peu particulier, traverser les ponts, c'était très compliqué. Je ne sais pas si ça s'est beaucoup amélioré, il y a eu beaucoup d'efforts de fait, mais c'était avant le pont de Cheviré, c'était avant les franchissements qui ont été réalisés depuis, avant la mise en place du tramway. Ça, c'est une première chose qui m'avait... Et puis donc un esprit un peu rebelle à Bougnay, dont je me souviens avec, toujours avec beaucoup de délices et d'émotions. On était pas tout à fait comme les autres et on aimait bien cultiver cette différence et j'ai essayé de garder toute ma vie professionnelle cet esprit un peu décalé, donc je le dois à Bougnay plus qu'à Nantes. Le deuxième point, c'est que ce qui m'avait frappé également à l'époque, c'était les tout débuts de la construction du ciment. Et comme j'avais des élus qui étaient complètement insérés dans la vie professionnelle et qui étaient ouvriers, qui étaient agents de maîtrise, enfin, c'était vraiment l'anarcho-syndicalisme, et il fallait, voilà, c'était un état d'esprit un peu particulier qui m'a donc beaucoup marqué. Et donc c'était moi qui représentais en fait la collectivité dans les réunions qui se passaient en journée, parce que les élus, ils étaient salariés, ils n'étaient pas retraités et ils ne pouvaient pas aller, voilà, ils pouvaient pas aller aux réunions. Donc c'était moi qui allais. Et donc je suis tombé finalement dans des débats très, très politiques qui me dépassaient un peu. Je connaissais peu Nantes, je connaissais peu le monde des collectivités. J'étais tout jeune, frais et moulu des écoles, comme on dit. Et j'avais été très frappé par finalement deux éléments qui avaient joué un rôle extrêmement important dans cette construction. Dans ce que j'ai compris après, à vrai dire, je ne l'ai pas trop compris sur le moment, mais il y avait deux noms qui étaient très importants. C'était Laurent, donc l'agence d'urbanisme, et d'autre part la Sémitan, qui était l'outil de l'exploitation du réseau. Et ce que j'ai appris finalement en plus de 30 ans de vie professionnelle, c'est que finalement, ce qui compte dans la construction d'un projet métropolitain, ça fait chic maintenant, on dit pas d'agglomération, on dit métropolitain, c'est finalement la question de la mobilité. Alors, je suis à la SNCF, c'est pas tout à fait un hasard. Donc la question de la mobilité et puis aussi la question de la vision et de la réflexion et finalement de savoir construire un récit qui est partagé et qui va ensuite finalement emporter un certain nombre d'acteurs dans une direction particulière. C'est ce que vous faites évidemment ici, enfin en tout cas vous y contribuez au sein du Conseil de développement. Ce début pour vous dire un petit peu comment aussi naissent les métropoles. Les métropoles, elles naissent aussi à partir de là. Pas que, il y a bien sûr l'urbanisme, il y a bien sûr toutes sortes de points qui sont à développer, de compétences qui sont à développer, mais ces deux-là, la mobilité et la pensée, je dirais pour reprendre Gramsci, c'est la bataille des idées, elle permet effectivement d'imposer ensuite des rapports de force et ensuite de transformer les choses. En général, Sylvain, je cite Gramsci à la fin, mais comme je sais que tu ne vas pas pouvoir rester jusqu'à la fin, j'ai commencé par citer Gramsci dès le début. Voilà, donc je vais essayer parce que Sylvain aussi a été un de mes complices ailleurs du côté de Nantes, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, donc on a essayé de... Alors, je reviens peut-être sur ce titre. En marche est un peu maladroit. Je l'avais écrit avant même, avant les élections présidentielles, comme quoi on peut avoir de la prescience politique. Et en tout cas, c'est pas du tout. C'est toujours quelque chose qui est en marche, qui n'a pas abouti. C'est ça qui est intéressant. Et d'autre part, c'est surtout pas, pour moi en tout cas, un modèle, même si j'ai évoqué en deuxième point la métropole de Lyon, un nouveau modèle pour l'action publique territoriale en France. Je ne le pense pas. Je pense que c'est une expérience intéressante, comme celle très inaboutie, là pour le coup, de Marseille en est une aussi, mais elle apprend beaucoup de ce qu'on peut ou pas faire. Là aussi, petit clin d'œil à Laurent Théry, qui a été celui qui m'a accueilli en 2001, lorsque j'ai été nommé directeur général de l'agglomération donc de Lyon, et je venais d'un département, là aussi c'est un petit clin d'œil, et je ne connaissais évidemment absolument rien aux communautés urbaines. J'avais travaillé dans des communes, j'avais travaillé à la Caisse des dépôts, j'avais travaillé dans un département, mais jamais dans une agglomération, et je voulais qu'il m'explique comment ça marchait. Et le seul que je connaissais un petit peu, c'était Laurent, parce qu'il avait travaillé, que je l'avais croisé 20 ans avant, enfin, ouais, à Nantes. Voilà. Donc c'est comme quoi il fallait absolument que je revienne. Voilà, donc c'est l'affirmation, d'abord je vais revenir sur l'affirmation du fait métropolitain et sa reconnaissance par la loi MAPTAM, qui a été pour partie écrite
On peut l'avouer maintenant dans les bureaux du Grand Lyon, à vrai dire. Je peux même citer le nom de la personne, Guilhem Plaisant, qui l'a fait, attaché principal de deuxième classe, particulièrement brillant, en tout cas plus que nos amis de la DGCL, et donc qui a challengé avec nous tous les juristes de France et de Navarre pour arriver à trouver des solutions qui portent et qui traduisent finalement une ambition politique, un projet politique au sens noble du terme. Et on reboucle là aussi sur la pensée, la vision. C'est ça, hein, en fait, qui doit, plus qu'une construction institutionnelle, inspirer un projet de ce monde-là. Donc on parlera un petit peu de la métropole. Et puis ensuite, je rappellerai la transformation qui va bien au-delà d'une transformation institutionnelle. C'est ce qui fait le charme, mais aussi la difficulté de ce type de transformation, parce qu'en fait, ça touche à la fois des pratiques politiques, des pratiques de pouvoir à l'intérieur d'un territoire, mais aussi la vision et peut-être la compréhension que peuvent avoir les agents d'un tel territoire de leur rôle et de leur manière de travailler. Quand vous rassemblez sous un même toit, en quelque sorte, ou dans une même maison, des hommes et des femmes qui ont porté des projets finalement assez différents et avec des cultures souvent assez divergentes d'un département et d'une agglomération, voilà, c'est une alchimie qui n'est pas forcément évidente. Elle a beaucoup de sens, on en parlera tout à l'heure, mais elle n'est pas forcément évidente. Hein. Elle fait vraiment sens et elle vaut vraiment le coup qu'on se lance, évidemment. Voilà, donc l'affirmation du fait métropolitain, c'est quelque chose qui est assez assumé à Lyon, qui est assez revendiqué dans une vision, si j'étais un peu taquin, je dirais social-libérale, mais qui n'est pas que social-libérale. Elle est aussi saint-simonienne, on va dire ça comme ça, pour être plus politiquement correct. Elle est aussi inscrite dans un mouvement lyonnais qui est bien antérieur à Raymond Barre ou à Michel Noir ou encore à Gérard Collomb et qui tire finalement ses racines dans un socialisme municipal qui aurait pu être celui d'Édouard Herriot ou de ses prédécesseurs, ou encore du mutualisme, ou encore du rôle des grands capitaines d'industrie qui ont forgé aussi l'agglomération lyonnaise et qui ont été très présents dans l'administration de la ville, en particulier au XIXe siècle, et qui sont restés finalement assez influents. Un de ceux qui ont beaucoup compté ces 30 ou 40 dernières années dans la ville, c'est la famille Mérieux, c'est Alain Mérieux aujourd'hui qui, à plus de 75 ans, reste un conseiller écouté des dirigeants politiques de l'agglomération, même s'il a une position politique très marquée et qui n'est pas celle de l'actuel président, ni même d'ailleurs de celle de Gérard Collomb. Il y a toujours eu ce dialogue entre les hommes ou les femmes, et ça a été un trait marquant finalement de cette concentration, de ce mouvement. Alors sur cette vision des métropoles, il y a toujours eu là aussi une analyse à la fois économique, voire économiste parfois, et géographique et sociologique de la construction des métropoles dans le monde. Depuis de nombreuses années, depuis plus de 30 ans maintenant, l'agglomération a mis en place une agence d'urbanisme qu'a animé brillamment Jean Frébeau, qui est devenu ensuite président du Conseil de développement, donc votre homologue, et une petite structure qui avait été créée par Raymond Barre, Millénaire 3, qui était une structure de prospective, une sorte, aujourd'hui on dirait quand on est chic, un lab, voilà, un think tank, qui travaillait sur ces questions de transformation des villes et de concentration des métropoles. Et donc, très rapidement, très vite, cette agglomération, elle a été consciente en fait de la transformation du monde et en particulier de cette polarisation qui existait, qui est un fait, qui n'est pas une opinion, et dans laquelle elle devait, si elle souhaitait garder sa place, être proactive, agir, soit choisir de lutter contre, de s'y opposer, de se fermer, soit de s'ouvrir et de prendre le parti du mouvement et de la transformation, ce qui a été fait par tous les maires de Lyon alors, je ne citerai pas forcément Alain Pradel, Pradel, le maire de Lyon, mais par exemple, un des prédécesseurs, Francisque Colomb, de Gérard Collomb, était déjà un petit peu dans ce mouvement-là. Il avait été à l'initiative de la Cité internationale, qui était un magnifique palais des congrès, mais aussi de Michel Noir, puis ensuite de Raymond Barre, qui avait amené le G7, le sommet du G7 à Lyon, et qui avait donné une dimension internationale à la ville. Et ce contexte-là, il a donc toujours été en arrière-plan de nos projets. C'est-à-dire, le monde se transforme et on veut être partie prenante de cette transformation, on l'accepte,
On le fait avec nos valeurs, bien sûr. On cherche à contrebalancer certains des impacts, etc. Mais on ne le combat pas. On ne le combat pas, on cherche à l'accompagner et on assume notre proximité avec le monde économique. On la revendique même parfois, quelle que soit son opinion politique par ailleurs. Hein. Donc ça, c'est important. C'est aussi la conviction, finalement, souvent rappelée par Gérard Collomb, mais aussi par ses prédécesseurs, que les métropoles sont à la fois, sans doute, le lieu des principaux maux de la Terre. On pense en particulier à la pollution, à la congestion, à l'exclusion sociale, etc., ou à l'étalement urbain, mais que c'est aussi le lieu où on peut transformer et répondre finalement à ces problématiques et qu'il faut donc regarder les choses de manière résolument positive et on peut en faire des outils et des lieux non seulement de transformation mais d'entraînement de l'Interland de ces lieux. Alors, on a toujours rappelé cette présentation, cette partie de présentation, elle nous a servi, alors je l'ai récupérée, elle nous a servi en fait pour expliquer finalement le pourquoi de la métropole, de la création de la métropole de Lyon. Donc c'est un document qui n'a pas été élaboré pour ce soir, mais qui nous a servi de support, j'allais dire pédagogique, à Gérard Collomb, à moi-même, lorsque on allait expliquer la métropole, que ce soit pour moi dans les équipes du Grand Lyon, le matin tôt avec les éboueurs, ou Gérard Collomb plus tard le soir avec les élus, ou moi avec les milieux économiques par exemple, etc. Et on avait toujours cette analyse qui commençait par une analyse en quelque sorte du monde, excusez-nous du peu, et puis qui redescendait progressivement sur Lyon, donc avec des chiffres que vous connaissez par cœur, la concentration urbaine, le rôle et le rôle des métropoles dans le monde, leur poids économique, la déclinaison évidemment en France et évidemment en Rhône-Alpes où le Grand Lyon représente 30% du PIB de la région. À l'époque, Rhône-Alpes, il n'y avait pas encore Auvergne-Rhône-Alpes, mais ça ne change pas beaucoup parce que malheureusement pour l'Auvergne, le PIB de l'Auvergne n'est pas si important que ça malgré la présence de Michelin à Clermont-Ferrand. Et puis une carte qui nous avait beaucoup frappé et qu'on projetait à l'envie, qui est finalement d'une étude américaine qui a maintenant quelques années, enfin c'est pas une méthodologie très originale. En fait, on essaye de positionner sur le globe les plus grandes villes, j'allais dire les plus grandes entreprises, un lapsus, les plus grandes villes qui structurent finalement l'économie et au travers finalement de leur poids démographique, de leur poids surtout économique en termes de PIB, et puis aussi de leurs perspectives de croissance. Et là, la nouvelle est, pour nous qui nous croyons, je parle de Lyon, évidemment parmi les métropoles les plus dynamiques, les plus ceci, les plus cela, on s'aperçoit que finalement, le monde, en fait, il se transforme bien en dehors de nous. Et je dis le nous étant même l'Europe. C'est-à-dire que ça se déplace plutôt en Asie, puisque c'est en Asie que la couleur est bleue. Le bleu, c'est les villes en croissance de PIB importante, indépendamment de la taille. Et puis, vous avez l'ancien monde, hein, qui est plutôt en Europe, avec des tâches qui sont brunes. Voilà. Donc, ça veut dire que là, ça stagne plutôt. Et puis, vous avez la côte ouest des États-Unis, dont on se demande si c'est une croissance propre ou si c'est celle qui est tirée par ceux qui sont de l'autre côté du Pacifique. Hein. Et on sait bien que, par exemple, Vancouver, une ville que je connais assez bien et dont j'ai suivi la transformation ces 30 ou ces 40 dernières années, en fait, elle est très directement liée au pôle d'affaires chinois de Shanghai et de Hong Kong, puisque sa presqu'île, en fait, elle est totalement investie par des capitaux chinois. Voilà, donc c'est ce monde-là dans lequel on évolue, et la réponse, la métropole de Lyon, elle s'est voulue être une réponse finalement à cet état de fait. Et on le retrouve en Europe où finalement on a surtout du brun et assez peu de bleu. Et le bleu, il n'est pas en France, il est plutôt ailleurs. Il est à Londres encore, il est encore dans la partie d'Europe centrale ou encore en Allemagne, mais finalement assez peu en France malgré tous nos efforts. Et puis une petite tache de bleu, donc zone de croissance. On pourrait penser que c'est en France, mais non, c'est à Genève. Voilà. Dommage pour nous. Voilà. Donc on s'est dit, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose. Autre point également intéressant des cartes
dont vous connaissez, je pense, l'existence, puisqu'elles ont été publiées en particulier par la Datar, hein, à partir de travaux qui se sont développés dans les années 1980-90. C'est comment se constitue finalement une réalité qui est celle en fait des réseaux de villes, des réseaux qui ne sont pas forcément des réseaux institutionnels, mais qui sont plutôt des réseaux de maillage, le maillage étant voilà, le maillage lié par les transports souvent, les télécommunications ou les zones de chalandise. Moi, j'avais été très frappé de travaux de géographes ou d'historiens rappelant comment les grandes régions françaises avaient été constituées par les pouvoirs publics dans les années 50 et 60, et en fait où à l'époque la technostructure d'État était finalement assez astucieuse, et elle s'était dit, pour finalement parfaire le découpage des régions administratives françaises, on va analyser le trafic du téléphone. Hein, et c'est comme ça, par exemple, que Périgueux s'était retrouvé en Aquitaine, parce que voilà, il y avait plus de liens avec Bordeaux qu'avec Limoges, par exemple. Hein. Et ben c'est un peu pareil, c'est ce que nous raconte cette carte, et ce que cette carte nous raconte évidemment, c'est que vous avez ici en fait un réseau métropolitain qui est un réseau d'ailleurs constitué d'une petite dizaine de villes et d'agglomérations en Rhône-Alpes, qui en fait c'est ça la vraie métropole de Lyon, elle est là, hein, elle n'est pas au centre, elle est là. Hein, c'est un réseau de villes qui très interconnectés, avec Saint-Étienne, avec Vienne, avec Villefranche, avec Bourg-en-Bresse, avec la plaine de l'Ain, avec l'île d'Abo, Ville-Nouvelle, etc., voire avec Grenoble. Et c'est ça, en fait, la métropole lyonnaise, la vraie métropole lyonnaise, elle est là. Hein, elle n'est pas du tout celle qui a été créée par la loi MAPTAM. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de savoir que ce réseau dont je parle là, qui intègre aussi Roanne, hein, qui est relativement faible démographiquement, mais qui représente de la valeur sur le plan industriel, ce réseau, en fait, il s'est structuré bien avant. Hein, c'est-à-dire qu'il s'est structuré dès les années 80 au travers d'une association informelle qui n'a jamais eu d'existence juridique, mais qui est très forte et qui lie personnellement les maires et les patrons de ces agglomérations dans un lien qui est très fort et très solidaire et qui n'est écrit nulle part. Il n'y a aucun document officiel, c'est simplement des réunions de ces élus et qui, au-delà de mandat en mandat, se perpétuent et avec des élus qui, à chaque début de mandat, se disent « mais pourquoi est-ce que nos prédécesseurs, je dirais, ont fait ça? On va se retrouver, on va déjeuner, mais enfin bon, par politesse, et puis etc. » Et puis ça repart à chaque fois avec des gens mais qui se disent « mais on a des liens, alors c'est l'université, c'est des questions de sécurité, c'est des questions de positionnement par rapport à la région, c'est des questions de transport, etc., etc. » Alors je vais poursuivre parce que là il y a des choses qui sont déjà maintenant du passé, c'est les métropoles créées par la loi MAPTAM. Évidemment, Nantes est intégrée dans le sujet. Puis il y avait des métropoles, vous vous en souvenez peut-être, un peu particulières. Vous avez le Grand Paris, alors avec les soubresauts du Grand Paris. Hein, ça fait 6 ou 9 mois maintenant qu'on attend la décision du président de la République sur finalement qu'est-ce qu'on va faire. Et on mesure d'une certaine manière l'embarras des pouvoirs publics franciliens sur la manière de sortir de la nasse dans laquelle est cette agglomération. Et puis vous avez aussi Marseille, donc, qui est une construction nécessaire mais difficile. Hein. Laurent Théry vous en a parlé. C'est quelque chose qui est compliqué mais qui est très nécessaire, qui est peut-être encore plus nécessaire qu'à Nantes ou à Lyon, parce qu'il y a effectivement une vraie communauté objective, mais des tensions qui existent et un déni finalement de l'intercommunalité qui est lié à des histoires locales anciennes que maintenant vous devez connaître, que je vais pas vous raconter. Alors, qu'est-ce qui a fait l'originalité de ce projet à Lyon? Et pourquoi on l'a fait? Alors, la nature juridique, effectivement, est un peu différente. Il y a cette histoire de fusion. C'est une collectivité à part entière, c'est la seule. C'est une collectivité aussi qui s'est créée particulièrement rapidement, en quelques mois. Hein. La loi a été promulguée au mois de janvier 2014, et en fait, la métropole était créée le 1er janvier 2015. Donc, il y a eu 11 mois. Heureusement,
On s'était permis de commencer un petit peu avant, mais le projet, pour être tout à fait franc, le projet de la métropole, avec une équipe projet, il a commencé le 15 octobre 2013. Hein. Donc on a eu 15 mois, même pas, 14 mois et demi, si on réfléchit bien, et on était prêt le 1er janvier 2015. Et on était vraiment prêt, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de réajustement après, on est arrivé du premier coup. On s'était posé la question, est-ce que on ne va pas faire ça par étapes, etc. On a décidé de faire ça d'un seul coup, ce qui est quand même la bonne méthode, parce que sinon, on n'en finit pas d'ajuster les choses. Alors pourquoi est-ce que ça a marché d'ailleurs? C'est pour moi l'occasion de commencer à livrer nos secrets. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, ça vient de très loin. C'est-à-dire que ça vient du 1er janvier 1969, c'est-à-dire je dirais quelques années avant la création du district de Nantes et de la communauté urbaine de Nantes en 2001 ou 2000. Et en fait, c'est une habitude de travail très très ancienne. Et c'est une habitude de travail qui a été finalement initiée par quelques événements dont l'un était extérieur à la région. C'était la décision du général de Gaulle de créer des métropoles d'équilibre et de créer par une loi de 1966 huit métropoles, enfin huit communautés urbaines. Donc c'est l'État à l'époque tout puissant qui dit il y aura 8 communautés urbaines et il y en avait une à Lyon. Voilà. Bon, ça c'était dit, c'était fait, c'était pas forcément souhaité. Et puis il y a eu un événement dont évidemment peu de gens se souviennent, mais qui a été extrêmement marquant et qui résume finalement assez bien l'esprit lyonnais. En 1966, je crois, il y a un gros événement qui se passe du côté de Feyzin, dans la vallée de la Chimie. Il y a un incendie. Il y a un incendie dans des installations chimiques, Total. Alors à l'époque, ça s'appelait CFP, mais on appelle les pompiers. Et à l'époque, Feyzin, c'était dans le département de l'Isère, et il n'y avait pas d'intercommunalité. Et donc, les sapeurs-pompiers, ils viennent de Vienne. Alors, pas de dessin à vous faire, mais à Vienne, ils n'étaient pas très équipés pour lutter contre les feux chimiques. Ils étaient peu nombreux, et donc, je dirais, le deuxième rang d'intervention, c'était Grenoble. Alors, Grenoble, c'était pas tout près non plus. C'était la préfecture de l'Isère. Ils n'étaient pas plus équipés que ça, mais ils étaient un peu plus nombreux, mais ils étaient très loin. Et donc, il y a eu des dizaines de morts. Et ce qui était fâcheux, c'est que de l'autre côté de la frontière, dans une structure qui n'était pas encore très très bien organisée, mais qui fonctionnait quand même, il y avait des sapeurs-pompiers, eux, qui auraient pu intervenir. Et ils ne sont pas intervenus. Parce qu'ils étaient dans le Rhône, et puis parce qu'ils n'étaient pas dans la même agglomération institutionnelle, même s'ils étaient évidemment dans la même agglomération de fait. Et ça a fait beaucoup réfléchir à Lyon. Ce n'est pas la seule chose qui a fait réfléchir. On a eu aussi les Minguettes à l'été 1981. On a eu aussi en 1990 le Mas du Taureau à Vaux-en-Velin. Et on a eu de cette manière-là des événements fondateurs, parfois, enfin souvent malheureusement dramatiques, qui ont amené les habitants et surtout leurs représentants à se dire que la communauté de destin, elle existait, elle préexistait d'une certaine manière à la construction institutionnelle. Et que donc la réponse intercommunale, dans un premier temps, c'est comme ça qu'on parlait, la réponse intercommunale était sans doute, je dirais, une chose importante. Et d'ailleurs, un des premiers services qui a été créé par la communauté urbaine, c'est un service d'incendie et de secours. Ça a été un des premiers éléments, et avec des équipes qui étaient capables de lutter contre des feux chimiques et des feux dangereux, d'hydrocarbures. Ça a été de créer un réseau d'eau et d'assainissement structuré à l'échelle de l'agglomération. Ça a été des fonctions essentielles à la vie, pas très glamour, mais qui ont permis de créer un réseau, des réseaux, qui s'appuyaient sur des techniciens, des ingénieurs. Il se trouve qu'on avait un institut qui est l'INSA, qui existe aussi à Rennes et qui est une école d'ingénieurs très particulière où on est très pratico-pratique, on est proche de l'université, on a un mode de fonctionnement et de recrutement qui est beaucoup plus démocratique que celui des grandes écoles. Je pense que ça compte un petit peu, et dans lequel les sciences humaines, dans la formation, ont une place importante à la différence de ce qui existait dans les grandes écoles des années 70 et 80. Et donc on a une sorte de technostructure qui apparaît, qui structure, qui accompagne et qui commence à être reconnue et à être interrogée à la fin des années 70 ou début des années 80 lorsqu'il y a la décentralisation sur des sujets de plus en plus larges.
les sujets de plus en plus larges, c'est une fois que vous avez construit des réseaux, vous pouvez vous intéresser par exemple à des zones d'activité, vous pouvez vous intéresser au logement, à l'habitat, vous pouvez vous intéresser, tiens, pourquoi pas, à l'économie, etc., etc. Et la machine de guerre, entre guillemets, qui se crée à ce moment-là, fin des années 70, début des années 80, prend progressivement le pas sur les communes. Et l'intelligence et le savoir-faire et la vision se translatent progressivement de la ville de Lyon vers la communauté urbaine. Alors, vous avez un maire de la ville de Lyon et président de la communauté urbaine, Michel Noir, avec un directeur général des services, Pierre Ducret, qui incarnent complètement cette transformation et qui vont clairement afficher que la ville, ce n'est plus Lyon, c'est l'agglomération lyonnaise. Voilà. Et c'est ça, et c'est ces événements-là, c'est cette évolution-là qui, pour moi, explique la rapidité et la compacité finalement du projet de création de la métropole de Lyon le 1er janvier 2015. La création de la métropole de Lyon ne date pas du 1er janvier 2015, mais elle date peut-être de l'été 1980 ou encore de ce qui s'est passé là aussi au moment de l'été en 1990 au Mas du Taureau. C'est sans doute là les vraies dates de création de la métropole de Lyon. Voilà. Ça, c'est vraiment ma conviction personnelle extrêmement forte. Alors, dans les éléments institutionnels, donc le niveau d'intégration, on y reviendra. Et puis, une expérimentation, c'est-à-dire que c'était un modèle ad hoc, à vrai dire, qui a été créé à partir de notre sujet. Et on a habillé, on a trouvé les mots et les textes juridiques qui nous permettaient de faire ce qu'on voulait faire. Nous, comment dire, la logique qui a été la nôtre, c'est nous avons un projet qui est d'abord un projet de transformation, un projet d'attractivité, un projet de cohésion, un projet qui voulait à la fois préserver des équilibres, mais aussi s'inscrire complètement dans un monde qui bouge. C'était ça notre sujet. Et donc on s'est dit, de quoi est-ce qu'on a besoin pour ça ? Ça fera une loi s'il faut. Ce n'était pas forcément entre guillemets, notre objectif. Et nous, notre objectif, ce n'est pas de s'inscrire dans la loi. J'ai toujours dit ça, ça a toujours choqué, mais nous, notre problème, ce n'est pas de respecter la loi. Notre problème, notre sujet, c'était de faire ce qui nous semblait utile pour cette agglomération et ses habitants, et pour leur permettre d'accueillir de nouveaux habitants, de nouvelles entreprises, ce qu'on appelle la classe créative. C'est le chercheur américain qui s'appelle Florida qui est assez fan de ce concept. C'était ça notre projet. Après, on fabrique la loi qu'il faut pour nous permettre de le faire. Et d'ailleurs, on avait commencé dans un certain nombre de domaines à le faire avant que la loi ne nous permette de le faire. Ce n'était pas le sujet. Voilà. Voilà, alors ça consiste en fait sur le plan, ça peut vous donner peut-être des idées. On est dans un département, le Rhône, qui est assez déséquilibré, qui est assez petit. 75% de la population est sur le territoire de ce qu'on appelait l'agglomération, donc la communauté urbaine. La partie rurale ou néo-rurale, en fait, est sous influence de Lyon, mais elle a des caractéristiques physiques et économiques et démographiques assez différentes. Et donc l'idée, c'est de se dire, pourquoi ne pas rassembler sur un seul territoire l'ensemble des compétences qui font ville, qui font métropole d'une certaine manière. Et là, une petite anecdote. Le Grand Lyon dont je parle et dont je parle toujours avec passion, au fil des ans, il s'est constitué avec des équipes et avec des compétences de plus en plus larges sur le plan technique, mais aussi sur le plan juridique. Et ces compétences ont amené les pouvoirs publics au début des années 2000 dans le cadre d'une enquête de l'inspection générale de l'administration avec le concours de la Cour des comptes, à faire un bilan des lois de décentralisation, en particulier de la loi de 1992, et essayer d'expliquer ce qui marchait à Lyon, ou ailleurs d'ailleurs, à Nantes, etc. Et puis à la fin de leur enquête, après avoir rendu leur rapport, les enquêteurs sont revenus, enfin les auditeurs sont revenus me voir en disant « Monsieur Quignon, on aimerait bien quand même de vous parler d'un truc qui est... » Bon, le rapport il est bien, pour vous, il n'y a pas de sujet, mais enfin il y a quand même deux trucs qui nous chiffonnent. Qui nous gêne un peu. Alors on ne l'a pas mis dans notre rapport, enfin pas trop, enfin voilà, on aurait quand même vous le dire, aux frères de remarque. Alors d'abord, la première, c'est que vous nous avez parlé, vous nous avez gavé avec vos modèles de développement, vous utilisez les concepts des entreprises, vous faites des roadshows aux États-Unis, au Japon, vous faites des trucs et des machins, mais enfin, vous êtes sympa, mais vous faites le facile.
hein. Vous faites le développement éco, l'aménagement, les routes, les machins qui vont bien, le palais des congrès. Je pourrais citer des exemples nantais, hein, des trucs qui vont bien, voilà, l'île de Nantes, les grandes manifestations culturelles spectaculaires qui font rayonner Nantes dans le monde. Mais le social, vous, ça n'a pas l'air de vous passionner. Oh, bah, pas du tout, c'est pas vrai. Regardez, le mât du taureau, les Minguettes, on a fait la politique de la ville, on en a été les inspirateurs, on met beaucoup d'argent. Ouais, mais enfin, vous restez quand même dans le béton. Ah bah oui, mais quand même, on a des agents de développement social, etc. On en a une centaine. Oui, mais enfin, une centaine sur 5000 salariés, c'est quand même pas beaucoup. Vous ne faites pas le social, vous ne faites pas le vrai social. Le vrai social, c'est le RSA. Le vrai social, c'est les aides sociales, c'est les personnes âgées, les personnes handicapées, c'est le dur. Bon, alors, je commence à me... Voilà. Et puis ils me disent, votre truc aussi, bon, vous nous parlez de vos réussites en matière de logement, etc. Vous avez réussi, vous allez être très fiers à faire plus de logement social du côté de Neuilly que du côté de Montreuil, si on prend des comparaisons géographiques par rapport à l'Île-de-France. C'est très bien, vous faites ça depuis 10 ans. Enfin, vous nous avez expliqué comment vous faisiez, par un petit tour de passe-passe où vous laissez dire ce qu'ils veulent au maire. Et puis en fait, c'est décidé au niveau de l'agglo, et puis vous réglez ça en sous-main, en aidant le maire à trouver une compensation sous forme d'un équipement sportif ou d'un espace public supplémentaire en négociant. Voilà, mais voilà. Donc les gens, les habitants dans les réunions publiques, ils ont l'impression qu'ils sont entendus et écoutés par leur maire, qui en fait derrière eux passent un deal avec la communauté. Ben, ok, je prends mes 25%, mes 30% de logement social, mais tu me refais mon espace public devant la mairie, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que vos espaces publics, Monsieur Quignon, sont très beaux du côté de Lyon. Bon, ouais, c'est pas totalement faux. Et donc ils me disent, mais votre truc, il n'est pas du tout démocratique, parce qu'en fait, les gens, en fait, ils ont une distance par rapport à la vraie décision structurante. On a bien compris que c'était chez vous, mais en fait, les habitants, ils y voient rien du tout. Alors, le fond de ma pensée, c'est que c'était pas faux, mais que c'était aussi pour ça que ça marchait. Enfin, je veux dire, je vais être aussi un petit peu quand même. Voilà. Bon, c'est pas bien de le dire, je sais bien, mais voilà. Enfin, ça peut pas marcher durablement. Alors, quand je dis ça, j'exagère un peu, je travestis un petit peu ma pensée, parce qu'il y avait des formes d'organisation, évidemment, une forme d'accord tacite en fait entre les différents acteurs, y compris avec les habitants et leurs représentants associatifs. Il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. Et il y avait des maires qui avaient parfaitement compris ça et qui savaient aussi l'expliquer, mais ça a quand même permis de faire des choses qui ne se seraient peut-être pas faites s'il y avait eu effectivement une élection au suffrage universel direct. Je pense notamment à la mise en place de politiques assez audacieuses en matière de logement et en matière sociale de ce point de vue-là, ou en matière de politique de la ville. Alors, ça n'a qu'un temps, tout ça. Il faut que ça change, et donc ça a changé grâce... voilà, on a accepté de revenir dans la norme et dans le cadre institutionnel qui va bien et qui est politiquement correct, je vous rassure. Voilà. Donc, l'évolution progressive, je vous en ai parlé. Le point important aussi, c'est donc la légitimité à agir, notamment par ce qu'on a fait en matière de politique de la ville, qui a été quand même un grand marqueur de l'agglomération. Pas seulement, les années 70, c'était on fournit aux habitants un service, un égal accès aux services urbains de base, de manière très qualitative, peu chère, et sur une base égalitaire. Ça a été le ciment, les fondations. Et puis donc les années 80, ça a été un développement différencié qui rééquilibre des distorsions qui peuvent exister sur le territoire. Les années 90, ça a été la conquête du monde, le développement économique et une politique d'attractivité extrêmement forte, voire agressive. Et puis de cette manière-là, je dirais, on en est arrivé donc à la question du social. L'autre point également, c'est le consensus politique. J'ai beaucoup fait allusion à cette matière lyonnaise un peu particulière à laquelle donc Sylvain a participé. Je n'ai pas toujours compris, mais en tout cas, ça marche. Et c'est ça, c'est l'essentiel, c'est-à-dire qu'on arrive à se mettre d'accord sur l'essentiel, on arrive à trouver des pistes de compromis, et quelque part, c'est quand on hésite, c'est quoi finalement l'intérêt général de cette agglomération? C'est pas la ville, c'est de l'agglomération. Ça aussi, c'est assez atypique, je trouve, parce que j'ai quand même fait plusieurs fois le Tour de France sur le plan professionnel. Quand je vais par exemple à Toulouse ou à Bordeaux, on a quand même la ville-centre qui reste majeure dans le dispositif.
à Lyon, c'est plus la ville-centre, hein. C'est une illusion que de croire que c'est la ville de Lyon qui entraîne l'agglomération. Là aussi, je le dis devant Sylvain, je pense qu'il est d'accord. Voilà. Alors les enjeux, donc du coup, qui étaient les nôtres quand on a décidé de franchir une étape supplémentaire, qui était, comme je le dis, un prolongement. Bon, c'était d'abord un objectif de conquête, l'attractivité, mais aussi en même temps la cohésion sociale. La conviction des Lyonnais, c'est de dire on ne peut pas distribuer de la richesse si on ne l'a pas d'abord créée, mais on ne peut pas non plus créer de la richesse si on n'est pas capable de préserver un équilibre social. On appelle ça le vivre ensemble, mais ça peut être aussi un équilibre lié au respect de l'environnement et de la ressource, par exemple. Très grande attention portée évidemment aux questions de ressources à l'échelle de cette agglomération. Rendre plus lisible et accessible l'action publique pour les citoyens. C'est vrai que dans cette agglomération, entre les services apportés par la ville, X ou Y, le département et puis le Grand Lyon, il y avait parfois confusion. Je pense que c'est la même chose à Nantes. Et puis aussi, il y avait cette idée qu'il y avait sans doute un potentiel de performance d'action publique, de performance économique, mais de qualité de service, entre des services qui convergent, mais qui s'ajustent jamais vraiment. On en parlera tout à l'heure d'une manière plus concrète. Et puis enfin, l'idée de marge de manœuvre, c'est-à-dire la politique lyonnaise en matière de fiscalité a toujours été très modérée. Et l'agglomération, s'est toujours targuée d'avoir des ratios financiers particulièrement solides. Et donc, il faut toujours gagner. Hein. Il faut toujours plus de recettes et moins de dépenses et développer les marges. Hein. Vrai discours de gauche. Hein. Voilà. Donc une transformation d'une ampleur assez inédite. C'est pas la juxtaposition de compétences, on l'a souvent dit, et c'est vraiment, on recrée finalement à partir d'éléments disparates une nouvelle action publique. Et on l'a fait à la fois à partir des compétences du département, à partir des compétences de la communauté urbaine, mais aussi d'un certain nombre de communes qui ont accepté de mettre au pot, d'apporter en quelque sorte leurs compétences. Et donc la transformation, elle est loin d'être uniquement institutionnelle. On a beaucoup fait, par exemple, utiliser des techniques de design thinking ou de design de service pour essayer de recréer à partir des éléments de la boîte qui étaient très nombreux, comment est-ce qu'on peut refonder complètement l'action publique. Je ne suis pas sûr qu'on y soit tout à fait arrivé, mais enfin, en tout cas, on avait cette intention-là, avec donc une démarche de dialogue permanent avec les élus et notamment avec les maires, qui était le point le plus difficile, parce que les maires ont senti assez rapidement qu'ils allaient perdre du pouvoir, puisque le suffrage universel direct, finalement, donne un poids particulier et distinct de celui des maires aux élus métropolitains. Ça, c'est un point qui est extrêmement délicat. Alors, pour l'instant, aux élections de 2014, il y a une sorte de fléchage. Personne n'a vraiment compris pour qui il votait. Enfin, en 2020, ça sera plus clair. Et donc, la légitimité, qui était celle des territoires et des maires, va se retrouver reléguée au deuxième rang. Et ceux qui faisaient les majorités successives des présidents successifs, c'est-à-dire les maires des petites communes, ont assez vite compris, mais trop tard, heureusement, que la vie avait basculé. Et que donc on allait aligner le modèle institutionnel et démocratique sur une forme de réalité qui allait s'imposer, c'est-à-dire une identité d'abord métropolitaine. C'est un vrai sujet. Il n'y a pas vraiment de réponse. Moi, je suis assez non pas ambigu, mais ambivalent sur ce sujet, parce que la représentation par les maires a eu un effet, même si elle n'était pas très démocratique, elle était un peu surreprésentée. Hein. Un maire d'une commune de 1500 habitants, il a autant de poids qu'un maire d'une commune de 5000, et les rapports en fait, de représentation étaient spectaculairement divergents, mais ça a apporté une forme de modération et d'obligation d'attention au territoire le plus modeste, qui sur le plan politique et, j'allais dire, pédagogique avec les services, n'était pas sans intérêt. Hein, voilà, je vais dire ça comme ça. Voilà. Donc nécessité d'une nouvelle posture pour l'action publique, agir
plus intelligemment et plus lisiblement, et une nouvelle culture pour les agents. J'y ai fait allusion tout à l'heure. C'est 2 boîtes de 4000 salariés qui se rassemblent. Elles sont quasiment à égalité sur le plan numérique. Et évidemment, nos amis du Conseil général disent on va se faire bouffer par le Grand Lion. On les connaît, ils sont infernaux. Voilà. C'est vrai qu'on était infernaux. Voilà. Et puis la création, voilà. Alors comment est-ce qu'on a travaillé? Alors on a travaillé à partir donc des compétences du Grand Lyon qui étaient très longues, qui sont celles de la métropole de Nantes à peu de choses près. Je n'y reviens pas. Celles d'un département, donc là aussi, je pense que vous les connaissez. C'est plutôt on va dire du soft et de l'humain, alors que là, c'est les bourrins. Je disais toujours, ça c'est les humains, et là c'est les bourrins. Là c'est plutôt des femmes, là c'est plutôt des mecs. Voilà. Et puis vous avez aussi les communes. Et les communes, elles, finalement, c'est un mouvement qu'on n'a pas trop vu venir. Mais en fait, il y a un certain nombre de compétences qui ont émergé dans les communes et dont on a pensé qu'à cette occasion-là, elles seraient quand même mieux pilotées à l'échelle de l'agglomération. Ce n'était pas lié à la métropole, mais on s'est dit tant qu'à faire, il faudrait le faire. Et en particulier, par exemple, l'énergie, je ne sais pas s'il était marqué à droite ou il est passé à cette occasion, par exemple, tous les sujets d'énergie qui étaient gérés jusque-là par les communes, les réseaux de chaleur, etc., ils sont passés, je dirais, dans la colonne métropole, enfin, ou en tout cas dans l'espace de la métropole. Oui, on le voit ici. Les réseaux très haut débit, c'était pareil. Les réseaux de chaleur, de froid, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, tout ce qui était autour de la politique de la ville, dans tous les petits sujets liés les gros sujets liés à la délinquance, à la sécurité, etc., la gouvernance des gares, etc. Toutes sortes de sujets, finalement, la culture, qui étaient jusque-là plutôt tenus par les villes, les communes de l'agglomération. On s'est reposé la question, mais est-ce qu'il ne faudrait pas les voir en grand à l'échelle de la métropole? Et la réponse a été, on va dire, plutôt positive, et c'est en train de se faire sur ce mandat. Alors, on a reclassé finalement les choses d'une manière différente. On les a reclassées finalement par échelle. On s'est dit finalement, il y a des choses qui doivent se faire à l'échelle du territoire à la base, du quartier, de l'habitant. Donc, on a essayé finalement de rentrer dans le système par un biais un petit peu différent pour obliger les uns et les autres finalement à se repositionner de manière différente. Et c'est ça finalement qui a... alors je ne vous ai pas donné la nouvelle organisation de la métropole de Lyon, mais finalement la nouvelle organisation de la métropole de Lyon, elle n'est plus du tout liée à l'exercice des compétences classiques par grand métier, mais plutôt effectivement presque par public finalement que l'on adresse, les publics les plus éloignés étant à l'échelle de l'Europe et du monde. C'est comment est-ce qu'on s'adresse au reste du monde, aux entreprises, etc. Alors, on a essayé donc d'hybrider les politiques des uns et des autres, de les regrouper, de travailler d'une manière différente, et on l'a fait d'une manière assez systématique, par exemple sur l'insertion, en rassemblant sur un même plateau, par exemple ouvert, les équipes qui suivent les agents en charge des personnes qui sont allocataires du RSA, et puis ceux qui s'occupent du développement économique et en particulier du soutien aux petites et aux moyennes entreprises. On leur dit, écoutez, on vous paye le café, mais vous êtes gentils, à la fin de l'année, vous nous faites un plan métropolitain d'insertion par l'économique. Parce que c'est l'économie qui va permettre l'insertion, même s'il faut du social, et vous allez le faire ensemble. Et vous allez nous trouver des solutions ensemble. Et les solutions que vous allez nous trouver, ce n'est pas forcément vous qui allez les mettre en œuvre, mais vous allez vous positionner comme des maîtres d'ouvrage de l'action publique et vous allez mobiliser des acteurs qui mettront en œuvre et qui sont des entreprises, des associations, des fédérations professionnelles, des groupes de citoyens, etc. Donc vous allez changer finalement doublement de posture, à la fois parce que vous allez travailler avec des gens que vous regardiez parfois un petit peu en chien de faïence et dont finalement vous ne connaissiez pas tellement ni les compétences ni les savoir-faire, et c'est bien dommage. Et puis ensuite, vous allez abandonner cette idée que pour réussir, il faut toujours tout faire, et vous allez réfléchir à la manière dont vous allez faire, parce que là, vous allez démultiplier votre action, et parce qu'à la limite, vous allez mobiliser des compétences beaucoup plus larges que les vôtres, et à une maille beaucoup plus fine.
et avec un nombre d'acteurs beaucoup plus important. Et là, vous allez démultiplier votre action. Et ça a été une des plus belles réussites des premières années de la création de la métropole de Lyon. Mais ça vaut aussi pour l'habitat, ça vaut aussi pour plein de sujets, pour le développement économique. Là, c'est un exemple qu'on avait illustré pour l'habitat, où en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des équipes qui faisaient quasiment la même chose dans certains cas, et qu'elles auraient tellement mieux à faire ensemble et à s'organiser différemment pour faire éventuellement un peu moins cher, c'est pas interdit, et surtout beaucoup plus et beaucoup mieux. Là, c'est l'exemple de l'hybridation habitat et action sociale, parce que finalement, ce qui compte, c'est habiter, c'est pas de construire des logements. Subtilité importante, hein, c'est-à-dire que on n'est plus dans, on fabrique des routes, mais on s'intéresse à la mobilité. Pour reprendre un sujet qui nous intéresse au niveau national, le sujet, c'est pas de faire rouler des trains. Le sujet, c'est de faire en sorte que les gens puissent se déplacer d'un endroit à un autre, d'une manière peu coûteuse, fiable, sécure, au meilleur coût pour eux et pour la collectivité. Et puis avec une empreinte environnementale la plus faible possible. C'est pas de faire rouler des trains. On s'en fout de faire rouler des trains, c'est pas un sujet. C'est un moyen, ça. C'est pas un objectif. Voilà. Donc ben, c'est pareil pour une métropole. Voilà. Alors quand je dis ça à SNCF, j'ai beaucoup de succès. Mais c'est un peu ce que dit Guillaume Pépi avec plus de talent que moi en disant l'enjeu pour nous, c'est nos concurrents, c'est Google. C'est-à-dire celui qui détient à la fois l'information, et c'est important aussi, et c'est surtout celui qui arrive à s'organiser en plateforme, c'est-à-dire celui qui arrive à faire en sorte que les gens viennent le rejoindre pour trouver le service qu'ils attendent. Et finalement, une métropole, c'est aussi un peu ça, c'est aussi une économie de plateforme. Voilà, donc nouveau mode de relation aux usagers, posture de la collectivité évidemment différente. Donc ce rôle d'autorité organisatrice qu'on avait théorisé au Grand Lyon depuis déjà quelques années, en particulier sur les questions de mobilité, mais qu'on avait fait aussi dans d'autres domaines. Et puis repenser les frontières, c'est-à-dire trouver des relations avec les autres territoires qui permettent d'entraîner les autres territoires et d'éviter les effets de frontières, les effets de bord et la critique souvent partagée, mais en fait fausse, de oui, mais c'est la métropole qui pompe toute la richesse. En fait, ce n'est pas le cas, puisque par exemple, sur longue période sur Lyon, en fait, on s'aperçoit que la croissance du PIB et de la démographie à l'extérieur de l'agglomération lyonnaise est plus forte à l'extérieur qu'à l'intérieur, par exemple. Et je pense que c'est pareil pour Nantes. Enfin, il y a des chances que ça soit la même chose pour Nantes. C'est un effet de péri-urbanisation, alors qui n'est pas forcément toujours bien vécu par les gens, mais qui est réel. Voilà, donc le changement culturel, politique et stratégique, hein, c'est le passage les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et ça devient mixte. C'est des ingénieurs, et puis c'est les sciences dures et c'est les sciences humaines. Voilà, c'est des gens qui travaillent un peu en cercle fermé et qui sont des stratèges, c'est les gens du Grand Lyon historique. Et puis ceux qui travaillent aux côtés des habitants et qui tous les jours réinventent leur métier parce que tous les jours ils ont des emmerdements, ils ont des catastrophes et il faut les gérer et il faut les traiter de manière humaine. Ben ça, c'était les hommes et les femmes, surtout les femmes, donc du Conseil général. Donc c'est ces cultures assez différentes qu'il a fallu rassembler, faire travailler ensemble. Bon, je rends pas, enfin, je détaille pas là-dessus, mais c'est un vrai enjeu. C'est ça qui est la réussite à moyen et à long terme de l'affaire. Parce que la juxtaposition des compétences dans la même maison, ça conduit à... Ça fonctionne moins bien qu'avant, ça coûte plus cher et les gens sont frustrés et personne n'est content. Et les élus s'énervent. Ce qui leur arrive rarement finalement. Voilà. Et puis c'est aussi une nécessité de... Non, là c'était normalement fait pour vous faire rire. Donc, voilà. Et donc rendre des comptes à des électeurs et non pas à des maires. Le métier finalement du DG, par exemple du Grand Lyon, dans sa relation finalement avec voilà, les électeurs, enfin c'était relativement simple pour moi jusqu'en 2014-2015 parce que finalement j'avais une relation de confiance avec les maires, avec les 59 maires. J'avais résolu 80% du sujet. Alors, du sujet interne. Après, c'était les entreprises, après, c'était les grandes associations, etc. Là, il faut convaincre des habitants électeurs, ce qui est plus compliqué. Et on ne peut pas forcément compter sur le relais des maires. Du coup, voilà. Voilà, avec une organisation infra-territoriale. Voilà, puis je vais arrêter là. La région, le problème n'a pas été résolu, au contraire, ça s'est dégradé. Avec l'arrivée de Laurent W., un homme dynamique,
Voilà. Et puis, voilà, un chantier très très important. Voilà.